Madame, monsieur, bonjour, il est 14 h ici à Beijing, vous êtes sur CGTN français. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal. Sans plus tarder, voici les grands titres de cette édition. Les législateurs chinois approuvent les projets d'amendement à la loi fondamentale de Hong Kong. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, complète avec succès sa tournée parmi 6 pays du Moyen-Orient. Le Royaume-Uni assouplit les restrictions sanitaires pour certaines activités de groupe. Les habitants du Xinjiang s'offusquent des fausses rumeurs qui circulent les concernant. Et nous débutons avec le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine qui a approuvé le projet de loi sur l'amélioration du système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong. Celui-ci a été proposé délibéré lors des 2 sessions au début du mois. Les législateurs viennent d'approuver des amendements à 2 annexes de la loi fondamentale de Hong Kong. L'annexe 1 traite de la méthode de sélection du chef de l'exécutif de la région et l'annexe 2 traite de la méthode de formation du conseil législatif. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le roi et le prince héritier de Bahreïn. Il s'agit de la destination finale de sa tournée au Moyen-Orient qu'il a menée dans 6 pays de la région. Ce déplacement a été fructueux. Le ministre chinois des Affaires étrangères a conclu sa tournée dans 6 pays du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Iran, Oman et Bahreïn. Le voyage de Wang Yi intervient au moment où Beijing s'emploie à étendre sa présence dans la région, une zone qui jouera un rôle clé dans son initiative d'infrastructure Ceinture et Route. La route de la soie moderne lancée par le président Xi Jinping en 2013 implique des initiatives de développement et d'investissement s'étendant de l'Asie de l'Est à l'Europe, augmentant considérablement l'influence économique et politique de la Chine dans le monde. La visite du chef de la diplomatie chinoise aux Émirats arabes unis semble avoir été particulièrement fructueuse, puisqu'un accord a été conclu pour faire de ce pays un centre de production régional pour le vaccin anti-Covid-19 du laboratoire Sinopharm. Une décision importante pour les Émirats arabes unis, puisqu'elle leur permet de sécuriser des injections supplémentaires pour sa propre population d'environ 10 millions d'habitants, tout en réalisant son ambition de devenir un centre régional de fabrication et de distribution du vaccin. Les Émirats sont devenus le premier pays en dehors de la Chine à déployer le vaccin Sinopharm après avoir terminé les essais de phase 3 l'année dernière. Un autre gagnant de la tournée au Moyen-Orient est l'Iran. Téhéran a en effet conclu un accord de coopération d'une durée de 25 ans pour renforcer son alliance économique et politique avec Beijing en devenant membre de l'initiative Ceinture et Route. Ceci à un moment où la Chine fait face à de lourdes sanctions de la part des États-Unis, sanctions que la Chine a condamnées. Les États-Unis continuent de repousser les migrants à leurs frontières avec le Mexique en vertu d'un mandat de lutte contre la pandémie. Mais cela n'empêche pas un nombre croissant de migrants de tenter d'entrer aux États-Unis depuis l'entrée en fonction de Joe Biden comme président. Depuis février, dans l'État du Texas, le gouverneur a envoyé des centaines de gardes nationaux patrouiller à la frontière. Notre journaliste s'est rendu à la frontière en taxi et a constaté que les services d'appel de taxi avaient été réduits afin d'empêcher que les taxis ne prennent des migrants illégaux. Il nous faut être loin de la frontière afin que nous puissions y prendre personne. Si je vous dépose, je ne peux pas redémarrer le système. Je ne peux prendre personne ici. Selon le service américain des douanes et de la protection des frontières, depuis le mois de mars, plus de 5000 migrants illégaux sont arrêtés chaque jour. Ceux-ci sont ensuite renvoyés au Mexique. Selon CNN, plus de 18 000 enfants migrants ont été détenus. De nombreux migrants tentent de traverser la frontière en traversant le fleuve, mais sont arrêtés par les patrouilles frontalières. Une étude conjointe de l'OMS et de la Chine portant sur les origines du coronavirus indique que la transmission du virus des chauves-souris à l'homme par un autre animal est le scénario le plus probable. Cette étude précise que la fuite d'un laboratoire est extrêmement improbable. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reconnu qu'il avait reçu le rapport au cours du week-end et qu'il serait officiellement présenté par les experts de la mission ce mardi.
Avec les États membres, nous lirons le rapport, discuterons et analyserons son contenu ainsi que les prochaines étapes. Mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table et justifient des études complètes et complémentaires d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Au Royaume-Uni, environ 30 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 à ce jour. Et à mesure que le nombre continue d'augmenter, les restrictions commencent à être levées. En Angleterre, jusqu'à 6 personnes issues de foyers différents sont autorisées à se réunir en public et les sports de plein air, tels que le golf, le tennis et le basketball, sont à nouveau autorisés. C'est là que vous vous attendez à trouver un club de tennis dans une banlieue cossue de Londres. Après des mois de fermeture, le sport en plein air est à nouveau autorisé. Nous avons été touchés en ce qui concerne nos revenus parce que nous avons choisi de réduire les frais des membres en raison des activités auxquelles ils n'ont pas pu participer au cours de la saison. De nombreux clubs, plus préoccupés par les profits, n'auraient pas fait cela. L'accès au vestiaire est toujours interdit et une centaine de membres peuvent jouer, mais la socialisation à l'intérieur est toujours interdite. Avec un chiffre d'affaires annuel de 34 000 $, le club n'a pas été trop touché, mais il est important que le coaching privé redémarre, même avec des contraintes. C'est absolument merveilleux d'être à nouveau sur un court de tennis, de pouvoir retourner au travail et aussi l'enseignement, ça te manque. Et je suis tellement enthousiaste d'être de retour ici. Beaucoup se sentent soulagés que les sports de plein air soient autorisés et jusqu'à 6 personnes de différents ménages peuvent se rencontrer dans des parcs ou des jardins privés. D'ici le 12 avril, les magasins, les salles de sport et la restauration en plein air seront autorisés. D'ici le 17 mai, les pubs et restaurants intérieurs pourraient rouvrir. Et il n'est pas impossible que d'ici le 21 juin, selon le gouvernement, il n'y aura plus de limite pour les contacts sociaux, à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre de cas de COVID-19. Les premiers joueurs sont arrivés tôt, un couple mettant à l'épreuve leur relation avant qu'ils essaient de s'affronter sur le terrain. Je pense que les gens vont maintenant réaliser à quel point le sport est important, tout comme tous les genres d'activités physiques. Je ne veux pas nécessairement dire le tennis de compétition ou quoi que ce soit du genre, mais n'importe quel sport, surtout lorsque vous pouvez également interagir avec d'autres personnes. Sur les terrains de football, les pelouses de cricket et les cours de tennis, le beau temps pendant les vacances de Pâques est susceptible d'en attirer plusieurs. Nous poursuivons notre édition avec les réactions chinoises suite à l'interdiction du coton du Xinjiang. Les officiels locaux et les habitants du Xinjiang ont déclaré lors d'une conférence de presse qu'ils espéraient corriger les accusations injustifiées concernant le Xinjiang ce matin. Cette conférence survient après que la Chine a annoncé samedi des sanctions contre des individus américains et canadiens et contre une entité. Reportage. Les participants disent qu'ils font tout pour donner une représentation précise de ce qui se passe au Xinjiang. Mais ils n'ont pas pu retenir leur colère contre les récentes accusations et sanctions. Les récentes actions de l'UE, des États-Unis et du Canada violent le droit international et le code d'action internationale. Elles blessent profondément les sentiments des gens de la région. Nous avons dit maintes et maintes fois que nous sommes offensés par les accusations, y compris l'allégation de génocide. J'appelle cela la plus grande fausse accusation de l'histoire de l'humanité. Des marques internationales comme H&M et Nike ont déjà fait face à des réactions négatives à la suite de leurs déclarations sur l'utilisation du coton du Xinjiang. Et les habitants du Xinjiang s'interrogent sur les motifs de ces allégations. Une ouvrière textile a déclaré que les actes sont haineux car ils peuvent compromettre son travail. Je travaille dans la fabrication textile depuis avril 2020. Je suis devenue une membre centrale de l'UDI dans seulement 6 mois. Je gagne maintenant 4 800 yuan par mois et mon dortoir est gratuit. Boycotter le coton du Xinjiang pourrait nous enlever nos moyens de subsistance. Nous n'aurions plus à manger. Ça est très haineux. L'arrêt de l'utilisation du coton du Xinjiang nuirait directement aux intérêts de notre peuple, peut-être même que cela les placerait dans la pauvreté. Est-ce cela que l'Occident veut voir? Sanctionner le Xinjiang pourrait les affecter aussi. Nous sommes un monde globalisé, nous serons tous affectés, c'est un fait. Durant la conférence de presse de 2 heures, il y a eu également des officiels et des habitants qui ont réfuté d'autres rumeurs. En réponse à CGTN, la porte-parole Eliane Anaïd a souligné qu'il n'y avait pas d'avortement forcé, pas de séparation forcée des mères et des enfants et que de telles accusations sont impensables.
Nous diffusons la quatrième partie de l'interview que l'essayiste français Maxime Vivat a livrée à CGTN, dans laquelle il nous livre son point de vue sans parti pris sur l'horrible campagne anti-chinoise qui a cours dans les médias occidentaux. D'abord, moi j'observe que chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques en Chine, il y a les ennemis de la Chine qui essaient de les faire interdire. J'étais en Chine en 2008, un peu avant les Jeux olympiques. Il y avait en France une campagne anti-chinoise terrible, menée par Reporters sans frontières. Il y a eu un grave incident, puisque le passage de la flamme olympique avait été interrompu, parce qu'il y avait des attaques contre les athlètes chinois qui portaient la flamme dans les rues de Paris, et le gouvernement chinois avait dit on arrête. C'était un incident qui n'était jamais arrivé dans le monde. Donc chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques à Pékin, chaque fois que l'occasion est donnée à Pékin de montrer son vrai visage, il y a des gens qui ne veulent pas que ça se fasse. Ça, c'était systématique. La Chambre des communes du Canada, je pense qu'elle a voté cette motion en se renseignant auprès de quelques menteurs professionnels comme Adrian Zenz. Nous, ici en France, et d'ailleurs au Parlement européen, la source unique, pratiquement unique, des mensonges et des canulars contre la Chine, c'est Adrian Zenz. Voilà, c'est un anthropologue allemand qui vit aux États-Unis, qui est allé une fois au Xinjiang en 2007 en tant que touriste. C'est un évangéliste d'extrême droite. Il milite dans des organisations anticommunistes. Il est contre l'égalité homme-femme. Et puis aussi, il prévient les Juifs qui ne se convertiront pas à son église évangéliste, qu'ils périront dans des brasiers. En France, il dit ça dans un bouquin. En France, il n'aurait pas pu l'écrire. En France, si vous dites juif, mort, brasier, purifié, juif purifié dans des brasiers, c'est impossible parce que ça nous renvoie au four crématoire de la Deuxième Guerre mondiale des nazis. Ça nous renvoie à ça. Et lui, il dit ça. Il dit les juifs. Il ne dit pas les musulmans ou les bouddhistes, ce sont les juifs. Alors, voilà, cet homme-là, personne ne devrait se référer à lui, mais tout le monde se réfère à lui. Et donc tout le monde le croit. Et ce qui s'est passé au Canada, ça s'est passé aussi au Parlement européen. Le Parlement européen aussi a voté une motion contre la Chine. Et c'est notamment un député européen d'origine français, Raphaël Glucksmann, qui a conduit ce combat. Et lui, sa source, c'est Adrian Zenz. C'est toujours pareil. Adrian Zenz, vous vérifiez, moi je l'ai fait quelques fois, maintenant j'arrête, vous vérifiez quelquefois ce qu'il dit et vous trouvez que c'est faux. Et vous apprenez que c'est faux, tout le temps. Mais c'est la source de la plupart de nos hommes politiques et de nos journalistes qui ne font pas l'effort d'aller voir plus loin. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les gens... L'autre jour, il y avait en France la cérémonie de César. C'est la cérémonie, ça correspond à la cérémonie des Oscars aux États-Unis. On délivre une statuette à des gens de cinéma. Le président du jury, enfin, le président de séance, a fait un discours introductif et il a parlé des camps de concentration des Ouïghours. C'est vous dire à quel point tout ça est généralisé. Et celui qui dit que c'est pas vrai, moi je dis souvent que avec mon livre là, ou quand je parle des Ouïghours, c'est comme si j'entrais dans une pièce où il y a tous les savants du monde, tous les évêques, qui sont penchés sur une carte à plat, et c'est la carte plate de la Terre plate. Et moi j'arrive avec un globe terrestre. Et monsieur, pas possible. Monsieur, la Terre n'est pas ronde, si elle était ronde, les petits Australiens tomberaient dans le ciel, etc. Et on en est à ce point-là, c'est qu'en fait il y a un consensus général pour dire que la Terre est plate. Et c'est ça. En fait, c'était ça à une époque, et maintenant c'est ça pour les Ouïghours. Et donc c'est très très difficile. Ça va évoluer. Hein. Ça va évoluer, mais ça évoluera lentement parce que vous me parliez des médias, mais vous savez que vous avez ici en France un ambassadeur de Chine qui est un homme excellent, qui parle un français excellent et qui surtout a très bien compris comment il fallait qu'il parle au français avec un langage adapté au français, qui n'est pas tout à fait le langage peut-être qu'un ambassadeur parlerait à Pékin. Il fait des déclarations admirables, mais qui c'est qui les publie? Personne. Moi, mon site d'information, Le Grand Soir, les publie, mais sinon personne ne les publie. Donc il peut parler, voilà. C'est comme ça se fait. En fait, il y a une sorte de liberté de la presse, mais à condition que vous disiez
ce qu'il faut dire. Sinon, il n'y a pas de liberté de la presse. Passons à présent à notre rubrique Café Presse. Nous verrons comment le président Macron est attendu sur tous les fronts cette semaine et la suite du parcours de qualification des Bleus pour le Mondial 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité, un début de semaine sous haute tension pour le président Macron qui est attendu sur tous les fronts. Et bien sûr, nous reviendrons sur la suite du feuilleton des Bleus en route pour le Mondial 2022. La semaine de tous les dangers, Macron sous pression avant une semaine cruciale, les voyants sont au rouge et pourtant aucun variant à l'horizon dans la stratégie d'Emmanuel Macron. Le Parisien se demande jusqu'à quand peut tenir ce bras de fer entre le chef de l'État et les médecins. Dans le journal du dimanche, auquel il s'est confié vendredi dernier, Emmanuel Macron assume totalement. L'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous et parfois les faits du lendemain viennent contrecarrer les certitudes de la veille. Pas de changement de direction non plus en ce qui concerne les écoles. La fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée au maximum dans le temps. Sur la stratégie vaccinale, le chef de l'État ne reconnaît pas d'erreur non plus. On va descendre par tranche d'âge pour protéger ceux qui sont plus sujets aux formes graves. On pourra examiner la possibilité de vacciner certaines professions plus particulièrement exposées. Après, on ajustera. Si j'ouvrais à toutes les catégories d'âge d'un coup, il y aurait des inégalités sociales et territoriales dans l'accès aux vaccins, a tenu à préciser le chef de l'État. Nulle remise en question, donc, souligne le JDD, ni de la méthode, ni des objectifs. Et pourtant, ce sont bien 41 directeurs médicaux de crise de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui sonnent l'alarme dans une tribune publiée par le même JDD. Évoquant, je cite, une situation de médecine catastrophique, ils disent se préparer à devoir faire le tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Emmanuel Macron, l'aura compris, se trouve dans une situation bien délicate et selon un membre de la Macronie, les décisions à prendre vont être encore plus difficiles qu'en janvier. Or, elles seront majeures et pour le pays et pour sa réélection. Autre dossier particulièrement inflammable sur le bureau du président, la loi climat. Alors que le texte est examiné à l'Assemblée depuis le début de la semaine, ça chauffe entre Macron et les écolos, titre Libération. Ce week-end, des milliers de personnes manifestaient à travers la France pour dénoncer un texte qui ne serait pas à la hauteur des enjeux climatiques. Selon Paul Quignot de Libération, ce projet de loi constitue la pierre angulaire du bilan vert du chef de l'État. Or, toujours selon l'éditorialiste, la virulence des attaques du camp présidentiel ces dernières semaines à l'égard des Verts prouve que la majorité redoute un nouveau succès vert lors des régionales. L'objectif serait alors de décrédibiliser les écologistes. Selon Quignot, la stratégie du président comporte néanmoins des risques, apparaître davantage comme un tacticien anti-vert que comme un président stratège à la hauteur des enjeux environnementaux. Ont-ils été à la hauteur dimanche face au Kazakhstan? Les Bleus de Didier Deschamps auront au moins gagné ce deuxième match de qualification au Mondial 2022, un léger mieux par rapport au match nul face à l'Ukraine la semaine dernière. Une petite victoire mais beaucoup de leçons pour le Parisien. Si ce match n'aura pas permis de lever les doutes sur l'efficacité et la bonne forme des tenants du titre, il aura permis malgré tout, comme le souligne la presse, de révéler deux joueurs, Ousmane Dembélé et Anthony Martial. Pour le Parisien, Dembélé, déroutant et décisif dimanche, pourrait bien avoir gagné sa place dans la liste des 23 pour l'Euro. Idem pour Anthony Martial, intéressant dans ses décrochages. Des qualités qui n'auront pas échappé au sélectionneur qui s'exprimait ainsi à la fin du match. Par rapport au profil de l'adversaire, un bloc bas, c'est important de pouvoir décrocher, éliminer, dribbler. C'est ce qu'on a su faire et ces deux joueurs, évidemment, sont dans ce registre-là. La confirmation, peut-être, on l'espère, mercredi face à l'équipe de Bosnie. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine et vous dis à demain. En Égypte, le canal de Suez est à nouveau navigable. Le porte-conteneurs qui bloquait la voie commerciale maritime a été dégagé. En Chine, la prise de commande via smartphone au restaurant inquiète les consommateurs soucieux de protéger leurs données personnelles.
Les responsables égyptiens ont déclaré que le porte-conteneurs qui était bloqué en travers du canal de Suez traversait à présent le passage maritime. On rapporte que d'autres navires lui emboîtent le pas. Le porte-conteneurs long de 400 mètres a bloqué la route maritime pendant une semaine. La compagnie de données maritimes Lloyd's List affirme que le blocage aurait coûté au commerce mondial près de 10 milliards de dollars par jour. En conséquence de cet arrêt dans le canal de Suez, de plus en plus d'entreprises se renseignent sur la ligne de chemin de fer Chine-Europe Express comme une option alternative. C'est l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Une étude de l'assureur allemand Allianz estime que le blocage par l'Ever Given du canal de Suez coûtait au commerce mondial entre 6 à 10 milliards de dollars par semaine. Le canal de Suez représente en effet plus ou moins 30% du trafic quotidien mondial de porte-conteneurs. Il s'agit de la dernière crise à frapper la chaîne d'approvisionnement mondiale, une situation qui compliquait fortement la gestion des stocks des détaillants et des fabricants européens et américains en cette période de pandémie de coronavirus. IKEA, le plus grand vendeur de meubles au monde, ainsi que le vendeur d'équipements électroniques basé à Londres Dixon Carphones, font partie de ceux dont les marchandises sont à bord de l'Ever Given. La société IKEA compte environ 110 conteneurs sur ce navire et étudie le nombre de conteneurs situés sur d'autres navires en attente d'entrer dans le canal. Des entreprises américaines comme Nike et Peloton ont également mis en garde contre les millions de dollars gaspillés en raison des retards d'expédition et des perturbations concernant la disponibilité des produits. Les navires ont la possibilité de réacheminer leur cargaison via le cap de Bonne-Espérance, un trajet qui se solde par l'ajout d'au moins une semaine et entraîne des frais de carburant supplémentaires. Il n'est donc pas surprenant que ce blocage a entraîné une augmentation du nombre de demandes d'informations concernant la ligne de chemin de fer Chine-Europe Express. Les spécialistes du secteur ont fait leurs calculs. Bien que le coût du transport via la ligne de chemin de fer Chine-Europe Express soit 50% plus élevé que le transport maritime, il reste toujours meilleur marché que le transport aérien. Le premier hôpital pour enfants atteints de cancer dans le sud de l'Égypte a ouvert ses portes le mois dernier à Luxor. Le sud du pays, principalement rural, connu sous le nom de Haute-Égypte, souffre de pauvreté et de mauvais services de santé. Et avant l'ouverture de l'hôpital Shefa Orman, les patients devaient parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à la capitale pour être soignés. Plus de détails dans ce reportage. Tara Abdelrahman tente de distraire sa fille de 3 ans avant la thérapie. Elle a une tumeur cancéreuse sur son rein et c'est le seul établissement en Haute-Égypte qui peut traiter sa maladie. J'étais réticent à venir dans cet hôpital, parce qu'en général, les services de santé dans le sud de l'Égypte sont très médiocres. J'ai décidé de lui donner une chance. Quand je suis arrivé, je n'en croyais pas mes yeux. Je ne m'attendais pas à voir un hôpital avec de telles capacités en Haute-Égypte et près de chez moi. Avant l'ouverture de l'hôpital Shefa Orman, le seul hôpital dédié pour soigner le cancer chez les enfants se trouvait au Caire. Les habitants du sud de l'Égypte voyageaient avec les membres de leur famille malades pendant au moins 12 heures pour se rendre dans la capitale égyptienne, se faire soigner et rentrer chez eux. Situé dans l'ancienne ville égyptienne de Luxor, l'hôpital a enlevé un énorme fardeau logistique à ces personnes. Pour les patients qui viennent de villages plus éloignés ou qui n'ont pas de transport pour rentrer chez eux, nous avons un bâtiment d'accueil où ils peuvent passer la nuit et rendre le voyage plus facile. Nous avons apporté l'équipement médical le plus avancé au monde, qui comprend un bâtiment d'accueil, une technologie chirurgicale et le meilleur équipement de radiologie. Tous ces services sont fournis gratuitement, sans aucun coût caché. C'est un grand signe de solidarité entre Égyptiens. L'hôpital a actuellement une capacité de 126 lits, 16 sont destinés aux unités de soins intensifs. L'hôpital Shefa Orman peut offrir 170 séances de chimiothérapie par jour. Plus de 38 millions de dollars ont été investis dans cet établissement médical. La direction a recueilli tout ce montant grâce aux dons et l'hôpital poursuivra ses fonctionnements en misant sur la générosité de la société égyptienne. La société civile, le secteur bancaire et le secteur privé ont tous investi dans la construction de cette réalisation. C'est un exemple de la façon dont la société civile peut stimuler le développement et comment le secteur privé peut diriger le développement. Cela montre aussi comment toutes ces personnes croient en la mission de l'hôpital Orman.
L'hôpital prévoit d'accueillir 6000 nouveaux patients atteints de cancer chaque année. Lorsque le projet sera entièrement terminé, il aura le double de cette capacité afin de continuer à soigner les enfants égyptiens atteints de cette maladie monstrueuse. La Chine a envoyé sa 22e équipe médicale d'aide au Gabon. Cette équipe a la tâche d'aider ses homologues gabonais à déployer les travaux de vaccination. Selon le docteur Jean-Noël Bekabe Nguema, enseignant et chercheur gabonais à l'Université des sciences et technologies de Chine, cela démontre l'amitié solide entre la Chine et le Gabon et le dynamisme de la coopération globale sino-gabonaise. Écoutons-le. Les relations de coopération amicale sino-gabonaises ont été fondées par feu les présidents Mao Zedong et Omar Bongo Ondimba. Basées sur les principes de sincérité, d'amitié et d'égalité, ces relations ont surmonté des aléas internationaux et évolué par un partenariat de coopération gagnant-gagnant. En effet, la pandémie de la COVID-19 frappe le monde entier. Le Gabon a également fait face à cet ennemi invisible. Comme le dit un proverbe, c'est dans des moments difficiles que nous reconnaissons nos amis. À travers ce geste, la Chine a décidé d'apporter son aide à son ami de vieille date, le Gabon, en envoyant des experts en médecine chinoise à Libreville. Cette dynamique rentre dans le cadre de la vieille coopération entre la Chine et le Gabon. Cette coopération qui lisse le Gabon dans le cadre sanitaire. Le Gabon, à travers son ministre de la Santé, M. Patrick Obiang, a rencontré l'ambassadeur de Chine au Gabon, son Excellence Wu, afin d'établir ensemble un plan de riposte pour lutter de manière plus efficace contre la COVID-19 sur le plan national. Nous retenons également que le ministre de la Santé, M. Patrick Obiang, a remercié la partie chinoise pour son aide, sinon son geste humanitaire, en envoyant des experts chinois pour lutter ensemble contre la COVID-19. Naturellement, pour finir, l'ambassadeur de Chine au Gabon a avoué, sinon réaffirmé son support à la partie gabonaise en apportant de l'aide, en demandant au Gabon de suivre le pas de la Chine pour mieux lutter contre la COVID-19 dans l'avenir. C'est à cet effet que le ministre gabonais de la Santé publique, M. Patrick Obiang, a avoué que la Chine était un partenaire privilégié au Gabon et qu'effectivement, le Gabon devait emboîter le pas de la Chine et en suivant effectivement l'expérience de la Chine dans la lutte contre la COVID-19. Le ministre gabonais de la Santé a également souligné que la Chine était un modèle pour effectivement lutter contre la COVID-19, car la Chine a été le premier pays à être atteint par ce virus. En définitive, le Gabon a remercié la Chine pour ce geste humanitaire et a réitéré son indéfectible support dans la coopération sino-gabonaise. Le bureau général du comité central du Parti communiste chinois et le bureau général du Conseil des affaires d'État ont publié conjointement un rapport sur la collecte et la gestion des impôts axé sur la réforme des factures électroniques, les organisations intermédiaires liées à la fiscalité, la collaboration entre l'administration fiscale et le service judiciaire et la coopération sur la convention fiscale internationale. Il s'agit d'un arrangement institutionnel important au cours de la période du 14e plan quinquennal. Les autorités fiscales continueront de promouvoir le concept du pas de pénalité pour la première infraction dans l'application de la loi fiscale qui sera officiellement mise en œuvre le 1er avril. D'ici 2023, nous aurons essentiellement achevé la construction d'un nouveau système d'application de la loi fiscale, d'un nouveau système de services fiscaux et d'un nouveau système de contrôle fiscal basé sur Internet et la technologie numérique. Alors que les téléphones intelligents jouent un rôle vital dans le quotidien des Chinois, la plupart des restaurants ont adopté des menus numériques pour accroître l'efficacité de leurs services. Mais beaucoup exigent que les clients s'engagent davantage. Examinons un système de commande numérique et les préoccupations le concernant. Dans la Chine d'aujourd'hui, lorsque vous êtes assis et prêt à commander dans un restaurant, voici ce que vous faites habituellement.
Vous scannez le code QR collé au coin de votre table via votre WeChat pour faire défiler le menu. Puis vous sélectionnez ce que vous désirez et en quelques minutes, votre nourriture est livrée. L'ensemble du processus est si rapide et si facile que de nombreuses personnes ont peut-être ignoré certains petits détails, des détails essentiels. Après avoir scanné le code, vous pouvez être invité à suivre la page de service WeChat du restaurant, autorisant les informations de base, telles que la photo de votre profil et votre pseudonyme avant de passer la commande. Certaines entreprises demandent aussi le numéro de téléphone et l'emplacement. Cela peut paraître inoffensif, mais de plus en plus de Chinois le remarquent et le trouvent inquiétant. Ces petits ajouts d'informations sont illégaux. J'espère que nous aurons d'autres options que la numérisation du code QR, parce que je ne sais pas quel accès est accordé à mes informations personnelles. Je suis préoccupée par la confidentialité de mes renseignements. Un menu numérique a certainement ses avantages. Il permet aux restaurants de lier du contenu multimédia à leur menu et d'apporter des modifications à tout moment. Mais sans supervision appropriée, une telle commodité pourrait conduire à un bris de confidentialité des données. Les gens demandent du changement. Dans la ville méridionale de Shenzhen, le Conseil des consommateurs a récemment mené une enquête auprès d'1 millier de personnes. 98% des répondants ont déclaré avoir été invités à suivre la page de service du commerçant ou à fournir des informations supplémentaires. La même proportion de personnes se dit embêtée par cela et croit que les marchands ne devraient pas avoir le droit de forcer les utilisateurs à leur transmettre plus de données. Cela a déclenché une enquête du Conseil des consommateurs de Shenzhen. Lors d'une vérification aléatoire parmi 36 centres commerciaux et 26 chaînes de restaurants, le Conseil municipal de la consommation a constaté que 97% des entreprises avaient adopté la numérisation des codes QR comme méthode de paiement. Mais 95% d'entre eux exigent que l'utilisateur suive leur compte sur les réseaux sociaux ou autorise l'accès aux informations personnelles de base avant de pouvoir passer la commande ou de payer. Le Conseil continuera de faire le suivi, d'enquêter et de pousser les entreprises à apporter des changements. Le Conseil des consommateurs a déclaré que ces obligations de restaurant constituaient essentiellement une violation de la loi chinoise sur la propriété des droits et des intérêts des consommateurs. La loi stipule que les clients ont la liberté de choisir de ne pas commander à partir d'un menu numérique et ils ont le droit de refuser de fournir des informations supplémentaires ou de s'engager dans toute autre forme d'engagement envers le commerçant. Un film musical intitulé Wings of Songs est sorti dimanche. Il présente la diversité culturelle et les beaux paysages de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Le film raconte l'histoire de 3 jeunes hommes originaires de différents groupes ethniques qui collectionnent des chansons folkloriques dans le Xinjiang afin de poursuivre leur rêve de devenir musiciens. Au cours de leur voyage, ils sont tombés sur des montagnes enneigées, des prairies, des déserts, des plateaux et des lacs, donnant aux spectateurs un aperçu des magnifiques paysages du Xinjiang. 8 chansons, 4 danses et 2 pièces musicales ont été créées pour le film, qui montrent les diverses coutumes et cultures folkloriques des Ouïghours, des Kazakhs et de 6 autres groupes ethniques vivant au Xinjiang. Le réalisateur du film a déclaré qu'une des caractéristiques distinctes du film est qu'il met pleinement en valeur les riches ressources culturelles du Xinjiang en intégrant les beaux paysages et l'amour de la population locale pour le chant, la danse, dans une histoire inspirante, présentant un Xinjiang en développement rapide et moderne et uni. Le spectacle original de danse folklorique Hua Mulan a fait sensation à Chengdu, le chef-lieu de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Créé et interprété par des artistes du Ningbo Song and Dance Theater, la pièce a remporté le Lotus Award, la plus haute distinction de la Chine dans le domaine de la danse. La légende de Hua Mulan, une guerrière qui s'est substituée à son père pour se battre pour son pays, n'est pas inconnue du public mondial. Cette fois, des artistes de Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, font vivre son histoire sur scène à Chengdu. Les billets pour leur spectacle de danse folklorique de 2 jours sont tous épuisés. C'est incroyable de voir comment les artistes utilisent leur langage corporel pour montrer les années de guerre ainsi que la force et la tendresse d'une femme sur le champ de bataille. Le mouvement circulaire est le concept de la chorégraphie, comme le miroir rond en bronze de Mulan et la scène tournante. Pour les Chinois, le caractère yuan indique la réunion.
Yan Xiaoping ajoute que l'appétit de Chengdu pour les événements multiculturels donne le bon exemple à sa ville. Il s'attend à plus d'occasions d'apporter de bonnes pièces de théâtre au public de Chengdu et en retour, Chengdu prévoit de donner des spectacles de danse exceptionnels au public de Ningbo cette année pour promouvoir davantage les échanges d'art entre les villes. La Chine est traditionnellement un marché clé pour les films américains, mais ces dernières années, elle est devenue plus autonome avec un grand nombre de productions nationales à succès. En 2020, l'industrie du film a devancé Hollywood, avec les plus grandes recettes au box-office. Reportage. La plus grande industrie du cinéma au monde n'est plus. En 2020, la Chine a pris la couronne aux États-Unis. C'est une industrie de plus de 10 milliards de dollars qui dépasse le marché américain pour la première fois, pour devenir le premier marché au monde. Avec la majorité des cinémas toujours fermés, les salles de cinéma chinoises ont rouvert en juillet dernier et sont déjà sur la voie d'une reprise totale. Nous attendons à ce que la Chine retrouve sa performance de marché au niveau d'avant la pandémie en 2019, qui avait été une année exceptionnelle et record. Comment chaque pays qui a géré la pandémie a influencé la relance de l'industrie du cinéma? Mais les experts soulignent également que la poussée de la Chine fait partie d'une plus large tendance. Les films en langue chinoise, ces dernières années, 5 années environ, ont véritablement acquis en termes de valeur de production, de qualité des histoires racontées, de talent. Tout cela s'est professionnalisé. Et avec cela, la part des films hollywoodiens au box-office chinois a enregistré un déclin régulier. Si vous regardez les chiffres du box-office à Hollywood, ils ont baissé ces dernières années. Ils sont passés de 35-36% à 31%. Et bien évidemment, 2020 fut une aberration avec moins de 20%. Mais selon M. Rosen, Hollywood ne perdra pas complètement sa domination, surtout lorsqu'il s'agit de grandes sorties comme Avatar, qui a récemment battu le record du box-office en Chine. Et avec ce coup de pouce, il est devenu le film numéro 1 au box-office mondial de tous les temps. Avatar. Grâce aux récentes ventes en Chine, l'épopée de science-fiction a repris sa couronne à Avengers Endgame comme le film le plus rentable de l'histoire. Le marché chinois demeure très important pour Hollywood, et même s'il n'est pas aussi important et ne peut pas nécessairement sauver un film, comme c'était le cas par le passé. La diminution de la part de marché présente un tableau inquiétant pour les studios d'Hollywood, alors que les cinéphiles chinois placent leur pays au sommet du monde du cinéma. C'est une première. Une universitaire chinoise a été récompensée par l'Institut de France et la Fondation Prince Louis de Polignac pour ses recherches sur les penseurs classiques chinois et occidentaux. Elle se nomme Dan Jiang et nous l'avons rencontrée à Paris. Elle nous a accordé une petite leçon de philosophie, d'Épicure à Confucius, salutaire quand les incompréhensions surviennent. Regardez. Elle est un visage des échanges académiques entre la France et la Chine. Dan Jiang vient d'en être récompensée. La professeure de philosophie de l'université Jiaotong à Shanghai a reçu le prix du conseil d'administration accordé par la fondation Prince Louis de Polignac, Institut de France, des mains du prince Albert II de Monaco. Dan Jiang est la première sinophone à recevoir ce prix. Ses travaux établissent des passerelles entre les pensées chinoises et européennes, longtemps qualifiées d'éloignées, voire opposées, selon les stéréotypes. Il y a eu effectivement beaucoup de dialogues interculturels entre les deux continents. Prenons un exemple concret. Cela veut dire, par exemple, moi, dans mes recherches et aussi dans mes travaux de traduction, j'ai remarqué, par exemple, chez un philosophe contemporain français, Pierre Hadot, que j'ai traduit en chinois. Et en effet, par exemple, quand il apporte des penseurs grecs, stoïciens ou épicuriens, il a fait recours à la pensée chinoise, particulièrement à la pensée taoïste chez Zhuangzi. Il a éprouvé de la proximité entre ces philosophies qui sont si éloignées géographiquement, mais de très près, en effet, ça veut dire qu'il a découvert qu'il s'agit que de considérer la philosophie non comme un savoir abstrait, mais comme des manières de vivre. Une manière de vivre et donc d'agir. En cette période de tension géopolitique entre la Chine et l'Europe, la philosophie peut aider à rapprocher les deux parties, dit-elle, en les réconciliant d'abord avec elles-mêmes. Une véritable relation
dialogique sollicitent aussi de prendre en main, prendre en considération de la chose même, de nous-mêmes, avec soin, tout comme une lecture du monde. Et par exemple, le maître Confucius nous a aussi enseigné, dans des situations de malcompréhension, comment on devrait en effet se réagir. Et d'abord, en effet, de examiner chez soi, mais aussi de prendre l'exemple chez les autres. Suivre l'exemple quand il s'agit des points positifs chez les autres, et aussi se corriger quand on a découvert des défauts chez les autres. Puisque nous sommes finalement tous des êtres humains, nous faisons face à des problèmes communs aussi. Des problèmes communs comme les tensions culturelles que l'on peut résoudre à condition d'écouter. Cyril Fourneris, CGTN, Paris. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci. Le paysage musical malien a subi de profondes mutations au cours de ces 20 dernières années. Il était longtemps dominé par des musiciens, certes talentueux, mais appartenant à une autre époque avec une certaine vision conservatrice. Il faut attendre les années 90 pour voir émerger une nouvelle couvée de musiciens. Des jeunes inspirés par des rappeurs français, américains ou sénégalais. À un certain moment, c'était dans les années 96, 97, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'écrire mes propres textes, mes chansons, aussi en parlant de mes réalités. Ismaïla Doucouré à l'état civil. Master Soumi fait partie de cette génération de jeunes maliens qui ont embrassé la musique urbaine. Ces chansons sont donc un moyen de s'exprimer librement. Que cette musique est une musique très engagée, une musique qui revendique, qui dénonce, et qui peut aussi faire des propositions pertinentes pour attirer l'attention des décideurs, des dirigeants et éveiller les consciences. Cet engagement, le rappeur l'aurait même épousé très jeune, à peine à l'âge de 11 ans. Sa première école, il l'a sans doute fréquentée à domicile, et son grand-père maternel, son premier maître à l'école de la vie. Il m'amenait dans les meetings, je regardais, j'écoutais, même si il y a des choses qui m'échappaient en termes de compréhension, mais ça m'a permis quand même de connaître et de découvrir beaucoup de réalités, beaucoup de choses, et pouvoir quand même me défendre sur des questions liées à la vie de la nation. Moussa Diallo, aujourd'hui entrepreneur, a été l'un des premiers animateurs radio sur le hip-hop. Il est témoin de la traversée du désert du jeune débutant qu'était Master Soumi. C'était plus compliqué de faire de la promotion de la musique à l'époque qu'aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de difficultés. Et surtout quand il n'avait pas de soutien financier à l'époque, c'était assez compliqué. Il fallait convaincre des gens qui étaient prêts un peu à financer dans ton projet. Je pense que c'est l'amour, la détermination et la persévérance qui fait qu'on oublie toutes ces difficultés, on persiste et un beau jour, les portes s'ouvrent et ainsi de suite, les choses s'enchaînent. Mais pour Master Soumi, ces difficultés n'étaient pas seulement d'ordre financier. Dans une société conservatrice, il est facile de se heurter au refus de ses parents pour la musique. Il devait se cacher pour aller jouer.
Sa détermination et sa passion pour la musique le poussent malgré tout à continuer son petit chemin à l'insu de ses parents. J'étais avec des camarades de classe quand on a commencé à faire la musique. Donc les parents à un moment étaient vraiment opposés à ce qu'on fasse de la musique parce que ils ont aussi raison. Ils ont raison de s'y opposer parce qu'ils se sont dit que la musique peut être un obstacle pour nos études, que ça pouvait nous empêcher de continuer les études, etc. Le choix de ses chansons renvoie à des thématiques de société et de politique. Son credo semble se résumer à l'instauration d'un Mali meilleur. Une nation où il n'y a de place ni à la haine ni à la mauvaise gouvernance, et ce, à travers un engagement citoyen infaillible. En réalité, c'est la question, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le rap, c'est-à-dire le rap engagé, le rap conscient. Donc il fallait dénoncer ces choses-là, c'est ma mission première, lutter contre l'impunité et faire comment mettre en place une véritable justice sociale au Mali et comment rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. On travaille ensemble il y a plus de 15 ans. Je suis son manager et cette idée, on l'a, ce projet, on l'a depuis 15 ans. Qui parle de Master Soumi parle de moi, qui parle de moi parle de Master Soumi. Quand tu dis que Master Soumi est engagé, c'est là où je dis que je suis engagé. Oui, on est engagé politiquement, on est engagé socialement, on est engagé, voilà, tout ce qui est bien pour le Mali. Nous, on ne veut que le développement du Mali et puis on ne veut qu'un Mali meilleur pour les Maliens. Un engagement citoyen auquel s'identifient beaucoup de Maliens, en particulier les jeunes. Bon, pour moi, la musique de Master Soumi représente beaucoup de choses. Elle représente la vérité et puis la justice aussi, et puis le combat. Je dis pourquoi la vérité, parce que tout ce qu'il dit dans ses chansons, personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Personne ne peut dire le contraire. Il dénonce l'injustice, la corruption, et le combat, c'est pour améliorer à ces choses-là. Donc pour moi, ces chansons sont monumentales et puis c'est important. Ce juriste de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, se fait le porteur de voix, le défenseur de la cause des plus vulnérables. À défaut de siéger dans un barreau, il s'autoproclame avocat de la société. Donc moi je pense que les études m'ont vraiment aidé. Je dis régulièrement que je n'ai pas pu être par exemple avocat dans un tribunal pour aller défendre les plus faibles ou bien pour aller défendre mes semblables. Mais Dieu a fait de moi un avocat de la rue pour défendre les intérêts publics, pour défendre les plus faibles, pour être la voix des sans-voix, pour être porteur de messages d'éveil de conscience, des messages de sensibilisation, des messages d'appel au patriotisme et à la responsabilité. Dans la même veine, Master Soumi en appelle à une équité sociale. Cependant, la situation sécuritaire due au terrorisme a fini de chasser des agents de l'administration de leur lieu d'affectation qualifié de zone à risque. C'est donc à travers son festival Fest Hip Hop qu'il rappelle aux autorités leur mission régalienne de protéger les administrés. Le thème principal de cette année, la thématique même du festival de cette année, c'est quelle justice pour un Mali meilleur. Il faut essayer de voir comment on peut davantage approcher la justice des justiciables et rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. Cela est très important. Donc, cela aussi passe par la sécurité. Parce que c'est difficile pour un juge quand même d'aller rendre justice dans une localité où il ne se sent pas sécurisé. Donc c'est des choses qui vont de pair, vont ensemble. Donc c'est pourquoi nous avons choisi cette thématique de justice. Bienvenue, merci de nous capter à Beforapou sur l'espace. Ce combat, le rappeur ne l'a jamais lâché. Cette constance dans son engagement auprès de la société ne semble atrophiée au fil des ans par les nombreux soubresauts qu'a vécu son pays au cours de cette dernière décennie. Les défis sont immenses, absence de leadership ou défaut de gouvernance. Citoyen lambda malien toujours... Master Soumi, c'est un artiste que j'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années et j'avais trouvé déjà qu'il avait une plume assez acérée, comme on dit chez nous. Donc on avait à peu près la même vision du monde, la même vision des choses. Donc il faisait du rap qui était du rap très engagé et qui correspondait exactement à ce que nous aussi, ici au Sénégal, on faisait.
Donc depuis lors, depuis que je l'ai connu, je vois une constance dans son combat et je vois une constance aussi dans ses engagements politiques et dans ses positions, dans ses prises de position au Mali. Le rappeur sénégalais a d'ailleurs inspiré Master Soumi dans un autre concept musical. Le journal rappé dénommé JT Abefo Rap, une déclinaison de l'information sous une forme plus attractive, rythmée par des rimes pour atteindre plus de jeunes Maliens. Le journal rappé a été initié par mon grand frère Kouman, un des pionniers du hip-hop sénégalais. Il a créé cette initiative. L'objectif, c'est une combinaison de la musique et de l'information. Parce que le constat a été fait que beaucoup de jeunes vont, par exemple, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout ça, pour aller regarder autre chose. Mais rares sont ceux qui s'intéressent aux infos, l'information. Nous, ce qu'on a fait, on a cherché avec nos partenaires du matériel et on a essayé d'entrer en contact avec des artistes qui avaient la même vision que nous. Et c'est ainsi que Soumi était intéressé par le projet. Et il y avait aussi un artiste qui venait du Burkina et un autre artiste qui venait du Cameroun. On a fait une semaine au Sénégal, 10 jours, et voilà, on a fait le tour. On leur a montré comment est-ce qu'on fabrique le journal, comment est-ce qu'on recherche les idées, comment est-ce qu'on met en place une équipe, comment fidéliser l'auditoire, etc. La proximité recherchée auprès des jeunes se manifeste également à travers des spectacles de quartier. Pour Master Soumi, se rapprocher du public permet de mieux faire connaître aux fans le sens du combat à mener ensemble. Le choix de ce quartier populaire est dû du fait que pratiquement tous les concerts se passent soit au Palais de la Culture, soit au Palais des Sports, soit au Stade Omnisport ou 26 mars. Bon, ici c'est la périphérie de Bamako. Hein? Donc c'est un quartier populaire. Donc il y a plein de jeunes ici, dans ce quartier, ici, à Dialakourodji, qui n'ont pas souvent même les moyens de déplacement pour aller suivre les concerts au Palais de la Culture et autres. Donc c'est une manière aussi d'approcher les artistes de leurs fans. Dans cette perspective d'intéresser les jeunes Maliens à une musique engagée, le rappeur organise fréquemment des festivals. Ces initiatives sont des traits d'union entre professionnels et amateurs pour mieux communier avec la nouvelle génération de musiciens. La musique aussi s'étend à d'autres horizons. La sous-région aussi participe à des festivals aussi pour montrer la réalité du pays au-delà de nos frontières et aussi il initie les jeunes artistes avec son festival Arapou Dorokou, qui est une initiative très salutaire en appelant les jeunes à s'intéresser à la musique consciente, au rap conscient. C'est pourquoi on a mis ce festival sur place pour échanger avec nos jeunes frères, l'expérience qu'on a acquis à travers cela, leur donner ça gratos. Souvent, nous, on a payé pour aller se former. Mais là, on leur donne gratos, ils ne payent rien. Tout est gratuit, l'inscription est gratuite, les concours, tout est gratuit, tu ne payes rien. Au cours de ces rencontres, il est aussi question de formation, des moments d'apprentissage, d'échange et de partage entre générations de musiciens. Le festival ne s'arrêtait pas à l'invitation des artistes de venir prester ou autre. Il y avait un atelier, une formation qui ont suivi. Vous voyez, donc on apprend. À chaque édition, il y a des nouvelles révélations qui apprennent de nouvelles méthodes. Donc c'est un très grand pas, une très grande chose. Donc le festival Festipop a beaucoup contribué au rap malien et jusqu'à nos jours. Oui, la première édition jusqu'à nos jours. On s'est dit à un certain moment que quand vous avez une plaie sur une partie du corps, vous n'amputez pas la partie du corps, mais vous essayez de soigner la plaie. C'est pourquoi on essaye de cadrer nos jeunes frères à notre manière, en organisant des ateliers de formation, d'écriture, et faire même des discussions autour des questions telles que la gestion de la carrière, le marketing de l'artiste, le management, etc., etc. Son expérience glanée à travers le monde, il veut aussi la partager avec ses frères. Aujourd'hui, le rappeur a gagné en maturité pour avoir participé à plusieurs rencontres internationales de haut niveau. J'ai pris part à des ateliers de formation hors du pays. Donc maintenant, comment transmettre
ces expériences, ces connaissances à nos jeunes frères. Partager nos expériences, partager le peu que nous connaissons, transmettre cela à nos jeunes frères pour leur permettre de se servir de cette musique comme un des meilleurs vecteurs de communication. Se servir de cette musique pour construire la nation. Se servir de cette musique pour sensibiliser. Sensibiliser sur les urgences de l'heure, c'est aussi conscientiser l'opinion publique sur la nécessité du retour définitif de la paix sur tout le territoire malien. En fin de compte, il s'agit de créer, au-delà du Mali, un climat de certitude dans tout le continent africain. Comme notre vision, elle est très panafricaine, donc on se retrouve sur plein de sujets. On se retrouve sur plein de causes et plein de combats. Et récemment, quand il y a eu le changement de la constitution au Mali, j'ai vu aussi qu'il faisait partie de ces activistes maliens qui ont dit non au changement de la constitution. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui donne l'exemple par son action. Et c'est ça pour moi le plus important. Master Soumi compte continuer le combat pour un Mali pacifique. Un Mali où chaque individu, citoyen ou étranger, puisse vivre dans la plus juste équité sociale. Un vœu cher aux rappeurs.
Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Cette année marque le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, un anniversaire qui coïncide également avec l'adoption du nouveau plan quinquennal. Alors qu'avec l'émergence de la Chine, de plus en plus de discussions sont lancées par les médias et les chercheurs un peu partout dans le monde, justement pour essayer de déchiffrer les mythes qui circulent autour du système politique chinois et en particulier autour du Parti communiste chinois. Et nous avons recueilli les questions les plus fréquemment posées par les étrangers à travers Internet et différentes enquêtes. Et aujourd'hui, en compagnie de nos invités, nous allons décoder certains concepts fondamentaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et M. Joseph-Olivier Mento, doctorant en sciences politiques à l'Université de Beijing. Alors, on va commencer par un sujet fondamental, une question fondamentale posée souvent. Dans quel contexte est né le Parti communiste chinois? Monsieur Ding Yifan, je vais commencer par vous. Le Parti communiste chinois est né dans un contexte historique un peu particulier. Parce que la dernière dynastie de l'Empire de Chine a été renversée en 1912. Donc, de 1912 à 1921, pendant une décennie, la Chine était, comme on dit, le chaos sous le ciel. Donc, c'était la guerre civile, la guerre entre les civils. Et puis, dans le contexte international, on a assisté à la victoire de la Révolution d'octobre en Russie. On a vu la naissance d'un premier État, donc c'est l'Union soviétique. Donc, le Parti communiste chinois est dans un nouvel contexte historique. Un certain nombre, on dirait, de petits politiques qui voulaient en finir avec le chaos en Chine, qui voulaient relancer l'unification de la Chine, la transformation de la Chine en quelque sorte